Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Café Scientifique. Nous y sommes encore cette semaine et voilà, le thème qui nous amène, c'est l'importance des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, qu'est-ce que c'est? Quels sont les types d'énergies renouvelables? Ici, nous ne jurons que par la science. La science et la science et le développement, c'est dans cette émission. Les énergies renouvelables, qu'est-ce que c'est? Les types d'énergies renouvelables. Pourquoi les énergies renouvelables et quelle est l'importance réelle des énergies renouvelables? Les énergies renouvelables en lien avec le climat, la protection de l'environnement, nous en parlons sur ce plateau et nous avons trois bons invités pour, sinon deux, il y a le troisième qui a décliné, sinon nous avons deux bons invités sur ce plateau pour en débattre. Il s'agit du professeur Mamadou Lamine Doumbia qui est le président de la Société malienne des sciences appliquées. Il est professeur au département du génie électrique et génie informatique à l'Université du Québec. Nous sommes au Canada. Alors, le deuxième invité, il s'agit du professeur Souleymane Sanogo. Il est énergéticien et climatologue au département de physique à la Faculté des sciences et techniques. Nous sommes à Bamako. Alors, monsieur ou sinon professeur Souleymane Sanogo, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. Bonsoir. Merci. Très Bonsoir. bien. Alors, professeur Mamadou Lamine Doumbia, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous vivez au Canada, mais vous êtes le président actuel de la Société malienne des sciences appliquées. Vous êtes un peu en séjour à Bamako. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir. Merci, c'est un plaisir. Très bien. Alors, quel est votre état d'esprit actuellement sur ce plateau pendant que nous parlons? J'ai un très bon état d'esprit. Très bien. C'est toujours un plaisir de retrouver des collègues, des scientifiques pour discuter des thématiques intéressantes, telles que celle de l'énergie, des énergies renouvelables, surtout dans le contexte actuel que nous vivons. Très bien. Alors, les énergies renouvelables, qu'est-ce que c'est? Les énergies sont les énergies renouvelables sont des énergies provenant des sources naturelles qui se renouvellent à un rythme supérieur à celui de leur consommation. Alors, professeur Sanogo, les énergies renouvelables, qu'est-ce que c'est réellement? Bon, merci. Les énergies renouvelables, on les qualifie de ces termes à partir de leurs sources d'approvisionnement, les sources qui permettent de fournir ces énergies, qui sont des sources qui sont considérées inépuisables, des sources qui se renouvellent à l'échelle du temps humain, dont ils sont considérés comme inépuisables. Donc là, on les considère comme renouvelables, à la différence des sources qui peuvent s'épuiser dans le temps. Okay. Et ces sources-là, donc, comme leur nom indique, on voit que c'est ce qui est du soleil, du vent, des chutes d'eau, bon, la chaleur au sous-sol, et puis la biomasse. Voilà. C'est un peu ça, c'est pour comprendre ce que c'est les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, vous êtes électricien, vous avez la même compréhension des énergies renouvelables telles que décrites par le professeur Souleymane Sanogo. Exactement, c'est exactement ce qu'a décrit le professeur Sanogo. Parce que contrairement aux énergies renouvelables, les énergies non renouvelables sont vraiment des sources qui s'épuisent. Donc les renouvelables, ne s'épuisent pas à l'échelle d'une vie humaine. Donc c'est vraiment tout ce qui est solaire, éolienne, hydraulique, biomasse, quand c'est bien géré, qui constituent aujourd'hui vraiment les principales sources d'énergie renouvelables. Donc on les met toujours en opposition avec les énergies non renouvelables qui se renouvellent mais à des échelles très longues sur des centaines, des milliers d'années, des millions d'années, qui sont par exemple le pétrole, le charbon, le gaz. Ça c'est donc les énergies non renouvelables. Et le renouvelable vraiment c'est tout ce qui est éolienne liée au vent, solaire liée à l'irradiation solaire, hydraulique qui est liée
à l'eau qui fait tourner des turbines, oui, effectivement. Quand nous voyons un peu la crise énergétique que traverse notre pays dans l'Afrique subsaharienne, est-ce que nous avons toutes ces ressources sont rassemblées aujourd'hui pour que nous puissions adopter ces énergies renouvelables pour nos pays? Oui, je pense que ces ressources sont là, et même en grande quantité. Si on prend par exemple un pays comme le Mali, l'ensoleillement moyen, c'est entre 5 et 6 kWh par mètre carré par jour. C'est qui est l'un des endroits les plus ensoleillés au monde. Donc l'énergie solaire, nous avons en quantité gigantesque. Bon, ça c'est le contexte malien. On a l'hydroélectricité qu'on peut aussi produire à partir des barrages. On a le fleuve Sénégal, le fleuve Niger, qui ont un potentiel regroupé de plus de 1000 mégawatts. Et actuellement, la capacité du Mali, c'est autour de 350 qui sont installés. Donc, on n'a même pas encore exploité la moitié de notre capacité de production d'énergie hydroélectrique. Donc, en dehors de ça, il y a le vent aussi, certainement dans certains secteurs, la biomasse qu'on peut aussi. Donc, oui, la capacité, on les a. Très dans bien. nos pays, oui. Merci beaucoup, professeur. La même question va vous aller. Est-ce que nous avons toutes, avec tout ça là, est-ce que nous pouvons aller et produire de l'électricité avec ces énergies renouvelables dans nos pays, en tout cas de l'Afrique subsaharienne? Oui, effectivement, les ressources d'énergie renouvelable disponibles sur notre zone sont tous abondantes pour qu'on puisse faire une production importante à partir de ces sources. À l'exception des marées, qui est une source d'énergie renouvelable qui est un peu liée à l'océan. Sinon, toutes les autres sources d'énergie peuvent être exploitées, que ce soit les solaires, que les solaires soient photovoltaïques pour donner le courant directement, ou bien thermiques pour donner de la chaleur, ou bien le vent, c'est-à-dire pour donner l'électricité à partir de l'éolienne, ou bien la biomasse, où on peut utiliser les matières organiques pour produire du biogaz, des carburants et d'autres combustibles pour la cuisine. Tous ceux-ci sont disponibles en quantité importante. Et aussi, il y a l'hydroélectrique où on a un potentiel énorme. Et ce potentiel aussi, on peut mettre... on a quelques centrales qui existent déjà, mais on peut encore explorer ça encore. Donc, en termes de potentialité, les énergies renouvelables sont de très grands atouts pour nous aujourd'hui. Très bien. Alors, si les deux éminents professeurs qui sont sur ce plateau avec nous sont d'accord que nous avons tous les atouts et tous les éléments nécessaires pour aller à cela, qu'est-ce qui bloque? Où sont les contraintes? Où sont les obstacles réellement? Pourquoi on adopte ça? Ou bien c'est une question politique? Bon, c'est une question de stratégie énergétique, à mon avis. C'est-à-dire que présentement, c'est vrai que nous avons les sources d'énergie renouvelables en grande quantité, mais ces sources d'énergie-là, il va falloir investir pour les exploiter. Ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est le fait qu'on a, au lieu de s'orienter beaucoup plus vers les énergies renouvelables, on s'est orienté vers le thermique, alors que le thermique a beaucoup de contraintes. Le thermique a beaucoup de contraintes en termes de coûts, parce que nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole. D'ailleurs, même les pays qui produisent aussi le pétrole aujourd'hui sont en train de sortir du thermique. Donc le thermique, à mon avis, ce n'est pas la bonne stratégie. Donc on a beaucoup investi dans le thermique, qui vient aussi avec des inconvénients, même si c'est facile à réaliser au début, mais les coûts d'exploitation sont très très élevés. Donc chaque augmentation du prix du baril a pour conséquence une augmentation du coût de production. Donc, c'est, à mon avis, c'est ce qui est aujourd'hui la principale contrainte là, qui nous a amenés dans la situation où nous sommes là. Le coût de production est très élevé pour la société de l'électricité. Très bien. Alors, pourquoi réellement les énergies renouvelables? Aujourd'hui, est-ce qu'il est plus qu'urgent d'adopter ces énergies renouvelables? Et pourquoi? Aujourd'hui, il est plus qu'urgent d'aller vers les énergies renouvelables. Est-ce que nous avons les moyens? Oui, je peux dire qu'on a les moyens parce qu'à toute échelle, on peut faire quelque chose, on peut adapter l'énergie renouvelable selon les moyens que nous avons. Je pense nécessairement qu'aujourd'hui, il y a l'engouement au niveau de la population, mais il y a peu d'incitation. Et quand on regarde juste le gouvernement, juste prenons les grandes villes. On peut éclairer tout ce qui est éclairage public avec
de l'énergie renouvelable photovoltaïque, ça ne demandait pas un moyen impossible. Et les énergies dans les domiciles alors? Donc, au niveau des domiciles également, vous allez voir que certains commencent à installer des panneaux solaires à leurs propres frais, mais dans ce sens également, on peut faire beaucoup. Par exemple, les installations ou bien les bâtiments publics, l'État peut mettre des installations photovoltaïques là-bas qui peut, parce que le panneau n'est pas cher en tant que tel. C'est les éléments qui l'accompagnent qui sont chers, notamment la batterie. Mais quand on fait des installations au niveau de ces bâtiments pendant la journée, sans stockage, on peut utiliser leur énergie, injecter soit dans les réseaux ou utiliser localement. Donc tout ça, on peut le faire. On n'a pas besoin d'avoir un moyen trop colossal pour ça. Très bien. Alors, merci. Tout à l'heure, le professeur Mamadou Lamine Doumbia parlait du coût de la production. La production d'énergie renouvelable génère bien moins d'émissions, c'est-à-dire nous voulons aller vers la protection, sinon nous voulons parler du climat. Et par la grâce de Dieu, nous avons un climatologue sur ce plateau. La production d'énergie renouvelable génère bien moins d'émissions que la combustion, des combustibles fossiles. Afin de faire face à la crise climatique, il est primordial de passer des combustibles fossiles qui sont actuellement à l'origine de la majeure partie des émissions aux sources d'énergie renouvelables. Avant de lui donner la parole, puisqu'il est climatologue, est-ce qu'aujourd'hui, si nous adoptons dans son entièreté les énergies renouvelables, est-ce que nous protégeons d'une manière ou d'une autre le climat? Oui, ça c'est sans contexte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a plusieurs études qui montrent que la question environnementale est liée aujourd'hui à l'utilisation des énergies fossiles. Il y a une corrélation qui est prouvée entre, par exemple, le dégagement de CO2, des gaz carboniques, et la combustion des matières fossiles aujourd'hui qui sont utilisées pour la production d'énergie électrique. Et ça, c'est établi. Donc, la seule solution pour sortir de là, c'est vraiment trouver une façon de sortir effectivement des énergies fossiles en s'orientant de plus en plus vers les énergies renouvelables. Première chose. Deuxième chose, en fait, si on regarde même à l'échelle mondiale, c'est que beaucoup de pays, surtout les grands pays aujourd'hui consommateurs d'énergie, leurs économies sont basées sur vraiment l'énergie fossile. À l'échelle mondiale, on est à 80%, entre 70 et 80% de l'économie et de consommation d'énergie qui est basée sur les trois énergies fossiles. Le pétrole, le gaz et le charbon. Mais si on regarde, la situation a beaucoup évolué depuis les années 50, depuis les années 60. Aujourd'hui, quand même, il y a ces technologies-là qu'on voit aujourd'hui comme renouvelable qui étaient assez chères. Si on prend par exemple le photovoltaïque, en 50 ans, les coûts ont baissé peut-être de 200 fois. Donc ça fait qu'à mon avis, aujourd'hui, investir dans le renouvelable, c'est possible. C'est possible et vraiment, c'est ça, à mon avis, la voie pour réduire l'impact de la production d'énergie sur l'environnement qui nous amène aujourd'hui tous sur des problèmes climatiques là, avec l'augmentation des températures à l'échelle mondiale aujourd'hui qui est reconnue partout, ce n'est pas seulement ici, partout les températures sont en train d'augmenter. Et il est aussi établi que l'activité humaine a un impact sur le climat. La seule difficulté, c'est que le monde n'a pas de frontières. Donc ce n'est pas nécessairement que nous qui faisons ces pollutions, mais on peut être aussi les victimes de ces pollutions alors que nous ne sommes même pas responsables, effectivement. Très bien. Alors vous êtes climatologue. Adopter aujourd'hui les énergies renouvelables contribuerait beaucoup à la réduction des émissions. Oui, nous considérons l'adoption des énergies renouvelables comme la solution la plus idoine pour faire face à ces problèmes climatique et environnementale, pour plusieurs raisons. Quand on prend chacune de ces formes d'énergie, leur adoption contribue à réduire les émissions de CO2, quelle que soit la forme, les 5 formes qu'on a mentionnées. Cependant, si on regarde à l'échelle nationale, notre problème principal, climatique et environnemental, c'est que nous utilisons environ 80%
de notre énergie à partir du bois. Donc, à chaque fois qu'on abat un arbre, on crée des problèmes. Non seulement cet arbre-là allait capter des CO2, ce cycle-là on interrompt, et l'utilisation du bois et du charbon va aussi émettre des CO2. Et vu cela, si nous adoptons les énergies renouvelables, par exemple basées sur la biomasse, nous allons utiliser, dans ces cas, des combustibles renouvelables qui ne sont pas basés sur la forêt. Et ça va contribuer à réduire à grande échelle, à l'échelle du Mali, ces problèmes-là. Ajouter à cela, si nous allons vers les énergies renouvelables encore basées sur la biomasse, prenons par exemple la bioénergie. Si on se met à cultiver les plantes énergétiques maintenant pour produire de l'énergie, vous allez voir qu'on va contribuer à reverdir notre terre. Et ce reverdissement automatiquement va influencer le système climatique et ça nous permettra non seulement de rabaisser la température excessive qu'on est en train d'observer maintenant, mais d'augmenter la pluviométrie. Et cette augmentation de la pluviométrie va sûrement contribuer à développer notre agriculture. Ça va encore alimenter notre nappe souterraine. Mais et on aura assez d'eau. Ces idées que vous avez, à qui vous les dites réellement? Est-ce que vous êtes écouté? Bon, c'est pourquoi il faut saluer cette émission et les activités qui vont dans ce sens-là, qui contribuent à sensibiliser la population et aussi les autorités. Okay. Donc, on dit tout ça, comme dans une de mes propos, je disais qu'il y a l'engouement, mais il y a moins d'incitation. Okay. Donc, je peux dire qu'on est écouté, mais la transition vers ça, c'est ça qui pose problème. Okay. Voilà. La transition, aller vers ça. Les énergies renouvelables. Ok, très bien. Professeur Mamadou Lamine, vous avez sorti un document sur la crise énergétique que nous traversons au Mali. Oui. Quelles sont les grandes lignes de ce document? En fait, c'est un document que nous avons écrit dans le cadre de nos activités de la Société malienne des sciences appliquées au mois de décembre dernier. Ce document, en fait, visait juste aussi à contribuer, comme nous sommes en train de le faire présentement, à la situation énergétique du Mali que nous voyons venir déjà depuis plusieurs mois. Donc le document, en fait, il donnait un peu l'état de la situation du secteur de l'énergie au Mali, vers où on est en train d'aller, parce que vous allez voir que dans le document, on a même mis des recommandations à très court terme, à moyen terme, puis à long terme, pour nous prononcer un peu sur les stratégies qu'il fallait adopter pour juguler vraiment le problème auquel on fait face. Donc on a aussi souligné dans le document vraiment un certain nombre de problèmes, par exemple l'utilisation à grande échelle du thermique, par exemple, qui conduit à l'augmentation du coût, le fait qu'il faut développer des sources d'énergie renouvelables, parce que comme il a mentionné tantôt, on a une très bonne capacité de production hydroélectrique. Ce sont des secteurs qu'il faut développer et se positionner vraiment, même aussi le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire aussi, à mon avis, doit être revu. Ça, c'est très, très important, parce que tantôt, le professeur Sanogo a parlé d'incitatifs. C'est des technologies quand même qui sont chères. On a parlé tantôt du cas, par exemple, des familles qui veulent installer le renouvelable. Oui, c'est vrai que l'État malien, déjà depuis plus de 20 ans, il y a un certain nombre de taxes qui ne sont pas appliquées aux sources d'énergie renouvelable. Mais pour pousser encore le secteur, je pense qu'il va falloir aller plus loin pour permettre à des gens d'installer ces systèmes-là chez eux aujourd'hui et pouvoir même aussi, je dirais, entre guillemets, aider l'EDM. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le grand problème, c'est que tout le water que l'EDM donne aux Maliens aujourd'hui, elle le fait avec déficit, parce que le coût de production est très élevé. Donc, à mon avis, en aidant les gens à produire eux-mêmes leur énergie, même si c'est juste une partie, ça pourra beaucoup soulager le secteur de l'énergie. Et pour cela, ça prend des incitatifs. Okay. Parce que l'une des difficultés, comme il l'a dit aussi le professeur Sanogo, les panneaux solaires aujourd'hui ne sont pas très chers, mais le stockage est très cher. La faiblesse des énergies renouvelables, c'est le fait que très souvent, le moment où on produit l'énergie, ce n'est pas nécessairement le moment où on consomme. Donc il faut stocker. Et le stockage aujourd'hui coûte cher. Donc ça fait que sans incitatif, ça devient difficile très souvent pour beaucoup de consommateurs.
Première chose. Et deuxième chose aussi, je le dis même souvent, aujourd'hui, installer des panneaux solaires chez soi pour alimenter toute sa maison, y compris toutes les charges, climatisation, tout. C'est comme si vous disiez à un client, par exemple, investis aujourd'hui pour payer ton électricité pour les 5-10 prochaines années. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'en réalité, une fois que vous avez installé ces panneaux solaires chez vous, à part les batteries aujourd'hui que vous changez tous les 5 ans, tous les 10 ans, le reste est bon pour 20 ans, 25 ans. Les panneaux solaires aujourd'hui sont garantis pour 25 ans, 30 ans. Très bien. Donc c'est quand même un investissement initial qui est élevé pour le citoyen moyen. Donc il va falloir trouver une façon de les aider à le faire. Très bien. Alors, tout ce que vous avez rassemblé dans le document comme proposition, est-ce que vous êtes allé rencontrer les autorités, vous êtes rencontré ceux de qui de droit pour pouvoir en discuter? Est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas écouté? En tout cas, nous, on a fait le document, on a même fait une émission là-dessus à travers l'ancien ministre Maître Mamadou Ismaël Konaté, où on a convié le monde et puis le document a été présenté publiquement. Ça a été transmis à certaines autorités, mais notre objectif vraiment c'était seulement d'éveiller les consciences, informer les gens pour que on puisse réfléchir ensemble pour résoudre vraiment la crise énergétique. Très bien. Mais comme nous ne sommes pas une structure officielle, je veux dire administrative, nous sommes un regroupement d'enseignants, de chercheurs, d'ingénieurs. Notre objectif vraiment c'est de contribuer au débat à notre niveau. Très bien. Exactement. Merci beaucoup. Alors, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes dans l'émission Café Scientifique et nous débattons d'une thématique très importante en cette période de crise énergétique. Nous parlons de l'importance des énergies renouvelables et nous avons deux bons invités sur ce plateau. Le professeur Mamadou Lamine Doumbia, il est professeur au département de génie électrique et génie informatique. Il est également le président de la Société malienne des sciences appliquées. Alors le deuxième invité, le professeur Souleymane Sanogo, il est énergéticien et climatologue au département de physique à la faculté des sciences et techniques. Nous sommes à Bamako. Alors vous parlez tout à l'heure d'incitation et le professeur Mamadou aussi a parlé d'incitation. Alors quel devait être le mécanisme d'incitation des populations à aller vers cette transition des énergies renouvelables? Oui, c'est vrai. L'incitation, ça peut venir en premier lieu des autorités qui doivent, ce qui est facile à faire, c'est de donner de bons exemples. Des installations, comme je disais, par exemple les feux tricolores, les éclairages publics, de commencer à les faire en photovoltaïque. Et en plus de cela, on peut aussi voir au niveau des familles et au niveau des services comment encourager les gens à produire de l'énergie et soit à vendre ou c'est-à-dire à utiliser et vendre le surplus. Donc cela, ça va passer par le changement de certaines mesures réglementaires et législatives pour que celui qui a de l'argent, il peut installer assez de panneaux et le surplus injecté dans les réseaux est facturé. Donc ça, c'est des mesures d'incitation qui peuvent être faites. Et aussi les taxes, on peut revoir toujours les taxes. Comment on peut encourager les gens à aller vers ça. Donc les énergies renouvelables, quand on regarde le côté agricole, comme on applique le photovoltaïque à l'agriculture, donc on fait le pompage avec ça. Donc le gouvernement peut mettre en place des financements dans ce sens, donc pour permettre à ceux qui veulent installer des photovoltaïques pour produire de l'électricité et faire l'irrigation et même alimenter les villages et structures qui sont proches de là-bas, comment financer ces choses-là. Et vous venez de dire que le coût, par exemple, un particulier, on peut mettre en place un système de financement. Quelqu'un qui veut installer ça, c'est lui, que la personne ait accès à de l'argent pour acheter et installer celui et payer progressivement. Parce qu'aujourd'hui, le coût initial d'investissement est élevé pour le solaire photovoltaïque. Mais s'il y a un financement dédié à ça, beaucoup
vont accepter de prendre ces financements et faire l'installation. Parce que c'est quand même un investissement qui est viable à long terme. Très bien. Professeur Doumbia, est-ce que vous pensez que lorsqu'on va mettre un fonds ou bien un financement, un système de financement, les populations vont vraiment aller? Est-ce que d'abord notre pays, ou bien actuellement, notre système nous permet d'instaurer une source de financement pour les populations? Bon, à mon avis, c'est possible. À mon avis, c'est possible parce que, en fait, ce système d'incitatif a été fait dans plusieurs pays. Parce que très souvent, quand les technologies sont comme ça à un niveau où il y a un peu de difficulté au début, les gouvernements mettent en place des incitatifs. Oui, c'est faisable. À mon avis, la chose, pour compléter ce que disait le professeur Sanogo, le financement vient en fait avec une stratégie aussi qui fera en sorte que quand les gens vont avoir accès à ces financements-là, que les installations qu'ils reçoivent soient des installations qui sont fiables, qui sont très bien faites. D'ailleurs, je crois que dans le temps, il y avait déjà des réflexions dans ce sens-là, même au niveau de l'Agence des énergies renouvelables, qui visaient à faire en sorte que les gens puissent prendre, par exemple, des prêts au niveau d'une banque et passer à travers des installateurs professionnels qui sont certifiés, qui vont venir installer le système sur vous. Vous payez le montant, mais sur le prêt que vous prenez à la banque paye le fournisseur. Et puis vous, en tant que fonctionnaire, en tant que particulier, vous payez progressivement sur 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, en raison de, je ne sais pas, 25 000 francs, 40 000 francs par mois, votre système. Très bien. Donc c'est faisable, et puis ça a été fait dans plusieurs pays, et puis ça fonctionne. Très bien, merci beaucoup. Alors, en termes de financement, vous êtes des chercheurs ici sur ce plateau. Est-ce que votre recherche est souvent financée? Est-ce que la chose dans laquelle vous évoluez, est-ce que vous avez souvent des financements, soit à l'interne ou à l'externe? Bon, le financement de la recherche au Mali est quand même timide. Mais la plupart des financements que nous obtenons, c'est des projets de recherche à l'échelle internationale dont nous postulons et parfois ça marche. Et puis on a des projets dans ce sens. Mais sans oublier aussi qu'à l'échelle nationale, par exemple, on a les fonds compétitifs, le FCRIT, qui a financé pas mal de projets. Donc les financements, on les trouve dans les deux sens. Mais à l'échelle nationale, il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont demandés et qui doivent être faits pour accompagner tout ça. Très bien. Recherche du financement, financement de la recherche, je suis arrivé, financement de la recherche au Mali. Vous êtes un peu à l'étranger. Est-ce que de loin, est-ce que vous voyez que nous progressons en termes de financement de la recherche sur le plan national? Oui, c'est vrai que ce n'est pas encore parfait, contrairement à beaucoup de pays. Par exemple, dépendant des pays, par exemple, moi, le milieu où je suis, quand même, il y a plusieurs possibilités de financement. On peut aller chercher des financements à travers le gouvernement, on peut chercher ça à travers même des entreprises qui ont des besoins de recherche. L'État contribue d'une certaine façon. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ici, c'est moins que ça. Mais je pense qu'avec les quelques initiatives qui existent déjà, je pense qu'en les bonifiant, ça pourra donner des résultats intéressants dans le temps. Très bien. Alors, la problématique du financement de la recherche, nous en avions parlé le 5 février dernier. C'était avec le professeur Trissa Samake que nous pleurons aujourd'hui, qui n'est plus de ce monde, à qui nous rendons hommage à travers cette émission sur l'importance des énergies renouvelables. Alors, revenons au terme proprement parlé. Nous parlons des énergies renouvelables. J'aimerais revenir un peu sur le lien entre les énergies renouvelables et la protection du climat. Bon, les énergies renouvelables, quand même, on peut dire aujourd'hui que lorsque on veut protéger le climat, c'est ces formes d'énergie-là qu'il faut adopter. Non seulement l'émission des gaz à effet de serre est beaucoup réduite comparée aux autres formes d'énergie, mais l'adoption en elle-même de ces formes d'énergie renouvelable contribue à restaurer, par exemple, le sol, l'écosystème, et ça contribue aussi à réduire la pollution
qui peut être problématique pour la santé ou bien problématique pour l'écosystème en elle. Donc, en somme, si on veut réellement avoir un système de protection de notre climat, il faut aller vers les énergies renouvelables. Est-ce qu'il faut adopter des tests? Oui, il faut adopter des textes parce qu'en réalité, très souvent, la volonté, certainement seule n'est pas suffisante, mais en adoptant des tests, de la réglementation, ça permet de pousser plus. Dans certains pays, par exemple, quand on produit de l'énergie avec du photovoltaïque, par exemple, on peut le vendre et ça coûte beaucoup plus cher que quand vous produisez avec une source thermique. Donc, ouais, c'est juste un exercice comme ça. Il y a même des pays où on peut même regarder un peu quand c'est un individu dans une résidence qui produit son énergie, qui vend un surplus. Ça encore, ça coûte beaucoup plus cher que quand c'est une entreprise qui est plus grosse. Donc il y a plusieurs techniques qu'on peut mettre en place vraiment pour pousser ces secteurs-là, ces sources d'énergie-là, qui peuvent vraiment être une solution au problème climatique que nous allons vivre si nous continuons dans ce sens-là. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, 80% de la consommation d'énergie à travers le monde sont basées sur les énergies fossiles. Et si on regarde encore, c'est que ces 80% de consommation aujourd'hui, c'est seulement 20% de la population mondiale qui sont surtout dans les pays développés. Donc si on regarde à l'échelle mondiale, l'Inde qui est en train de se développer à grands pas, la Chine qui est en train de se développer à grands pas, les pays africains, d'ailleurs l'Afrique va atteindre plus d'1 milliard à 2050. Donc c'est impossible que nous puissions continuer à nous alimenter à partir des énergies fossiles. Non seulement ces ressources-là vont finir, d'ailleurs toutes les prévisions le disent. Le pétrole, on sait déjà que les temps sont comptés. Le gaz, on sait que les temps sont comptés à l'échelle de consommation actuelle. Donc la seule alternative, la seule voie, c'est de s'orienter vers les énergies renouvelables si nous voulons laisser quelque chose pour les générations futures. Oui, à vous écouter, vous deux, professeurs éminents sur ce plateau, on sent que vous prêchez sur les énergies renouvelables. Mais est-ce que ça a des inconvénients? Oui, les énergies renouvelables ont des inconvénients. Tantôt, on a parlé de l'intermittence, qui est le fait que très souvent, elles sont produites à des moments où on n'a pas nécessairement besoin. Donc, on est obligé de faire du stockage. Donc, aujourd'hui, si vous regardez un peu le coût d'un système solaire photovoltaïque, le gros, vraiment, c'est le stockage dans les batteries. Sinon, les panneaux aujourd'hui sur le marché malien, c'est pas aussi cher que ça. Mais les batteries pour le stockage sont chères. Donc, ça, c'est un inconvénient. Maintenant, en dehors de ça, il y a d'autres inconvénients techniques qui sont là. Quand vient le temps de connecter ces systèmes sur le réseau, ça peut créer un certain nombre de choses. Et tout aussi le coût qui est quand même élevé là. Donc ça, c'est les principaux, à mon avis, inconvénients que je vois rapidement. Très bien. Professeur Sanogo, lorsque nous sommes en période de forte chaleur, bien le temps est tellement ensoleillé, on a le soleil. Maintenant, il se trouve que nous sommes dans la saison pluvieuse, le soleil n'est pas aussi abondant que tel. Est-ce que ça aura de répercussions forcément sur la gestion de cette énergie solaire? Bon, pour les photovoltaïques, parce que là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. L'électricité pour le photovoltaïque n'est pas produite à partir de la chaleur, c'est à partir de la lumière. Une fois qu'il y a de la lumière, donc le photovoltaïque produit de l'électricité. Donc ce n'est pas le soleil. C'est le soleil, mais la lumière du soleil. Et il y a la chaleur aussi, qui est différente. La chaleur est utilisée pour le côté solaire thermique. Si on a, par exemple, en période d'hivernage, où il y a des nuages, ça peut affecter le côté chaleur. Mais le côté production d'électricité va toujours marcher. On peut juste assister à une petite diminution. Donc, je vous donne juste un exemple, à titre d'exemple. Donc, moi, j'ai des installations photovoltaïques. Pendant les 12 mois de l'année, j'ai le courant. Même pendant l'hivernage, il peut pleuvoir le matin et dans l'après-midi, donc je regarde que mes batteries sont chargées. Parce que le peu de rayonnement qui est disponible, la lumière suffit pour produire de l'électricité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au Mali, il est difficile de faire 24 heures
complet sans soleil. Ouais. Si ça se produit, le lendemain, on va avoir le soleil. Donc, pour la production d'électricité, ce problème-là est à écarter. Mais juste, un peu d'inconvénient juste par rapport au photovoltaïque, pour parler de ça, c'est la poussière. Nous sommes dans une région qui contient beaucoup de poussière. Et pendant une bonne partie de l'année, on assiste à des dépôts de poussière sur les panneaux, qui réduit évidemment la capacité de production. Mais cette énergie qui va se produire, malgré les dépôts de poussière, reste encore significative pour nos besoins. Donc ce que nous traversons dans le même pays, vous ne le traversez pas. Bon, on peut dire oui. On peut dire oui. Un peu moins. N'ayez pas peur, professeur, de le dire, vous ne le traversez pas. Très bien, merci, professeur Mamadou. Quelle planification aujourd'hui et perspective pour les énergies renouvelables en Afrique? Je pense qu'il faut, d'ailleurs, dans le document dont vous avez parlé, qu'on a fait au niveau de la Société malienne des sciences appliquées, on est allé jusqu'à dire qu'il faut faire une loi de programmation énergétique. C'est-à-dire qu'il faut investir. Il faut investir, ne pas adopter des solutions à court terme en disant on va investir dans le thermique parce qu'on ne veut pas investir dans une centrale hydroélectrique, on ne veut pas investir dans des centrales solaires photovoltaïques. On préfère aller acheter une génératrice qui fonctionne au diesel ou au fluel, qui ne coûte pas cher, mais qui, à l'utilisation, le coût du carburant devient vraiment inaccessible en termes d'investissement, en termes de coût d'opération. Donc ça, déjà, à mon avis, ça c'est quelque chose qu'il faut voir. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur d'investir. Et aujourd'hui, la technologie existe, même si dans certains cas, elle coûte un peu cher. Mais ce qui s'est fait vraiment à l'échelle mondiale au niveau des énergies renouvelables, c'est inimaginable. Aujourd'hui, la technologie est mature pour vraiment que cette technologie puisse être utilisée pour remplacer les anciens systèmes là qui sont basés sur le thermique. Donc l'investissement, le cadre réglementaire, il faut vraiment revoir le cadre réglementaire pour inciter les gens à aller dans ce sens, pour pousser même les consommateurs à travers des programmes, par exemple, d'efficacité énergétique, parce que, vous savez, malgré le fait que ça manque, il y a quand même du gaspillage. Il y a du gaspillage. Moi, j'ai vu hier, dans mon quartier, le lampadaire qui était allumé en plein jour. Ça, c'est avec les énergies renouvelables? Non, les lampadaires classiques là, qui sont allumés dans la rue. Alors qu'il y a une question de déficit. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de systèmes qui permettent d'éteindre ces lumières-là dans la journée. Donc, vous voyez là, ça, c'est pas seulement des énergies renouvelables, ça, c'est vraiment toutes les confondues. Ouais. Très bien. Merci. Voilà, planification et perspective pour les énergies renouvelables en Afrique. Bon, moi, je pense qu'il faut redéfinir notre stratégie énergétique nationale pour que les systèmes soient basés sur la diversification du mix énergétique. Mix énergétique. Qui consiste à utiliser différentes sources d'énergie pour produire, que ce soit l'électricité ou d'autres formes d'énergie dont nous avons besoin. C'est comme, il faut le savoir, pour se développer, on a besoin de l'électricité, on a besoin d'autres formes d'énergie et il y a nécessité de considérer toutes les formes d'énergie qui existent sur le territoire et diversifier cela en fonction des localités. Quand on prend la zone sud, c'est de voir le potentiel qui est énorme là-bas et considérer les mix par rapport à ça. Et avoir au minimum 3 sources dans les mix. Comme ça, si un système a des déficits, les deux autres là pourra tenir. C'est comme c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Notre système est basé sur 2 sources, hydroélectrique et thermique. Le thermique a des problèmes aujourd'hui parce qu'avec le coût de l'hydrocarbure, avec la mauvaise pluviométrie aussi, l'hydroélectrique aussi a des soucis cette année. Donc on voit qu'on a un problème où c'est difficile de s'en sortir. Mais est-ce que vous, en tant que technicien, vous avez eu quand même l'équerre dans les yeux pour pouvoir prévenir les autorités, prévenir ceux qui sont aux affaires? Bon, ce que nous faisons généralement en tant que chercheurs et enseignants-chercheurs,
c'est de faire des publications. On publie des articles scientifiques où Est-ce que on vous a êtes des sûr choses qu'on dedans. lit Professeur, plus vous êtes de- sûr que nous lisons? En plus de cela, on fait ce qu'on appelle les policy briefs, Ok. c'est-à-dire une page, 2 pages, pour mettre l'essentiel des résultats scientifiques et essayer d'amener ça à des services. Bon, malgré tout, c'est un peu quand même étonnant de voir qu'on n'arrive pas à avoir certaines informations. Bon, peut-être ce qu'il faut faire maintenant, c'est de multiplier des campagnes de sensibilisation à différentes échelles avec des séminaires et autres là, donc pour que le message puisse atteindre la qui de droit. Sinon, si vous publiez pour vous. Et ce n'est pas pour la grande communauté ou ceux qui sont aux affaires ou les autorités. Les énergies renouvelables peuvent-elles contribuer, en tout cas, à l'économie, à l'essor de l'économie d'un pays? Et oui, cela peut. D'ailleurs, je vous prends juste un exemple qui est par exemple le cas du Danemark, qui a misé sur l'énergie éolienne. Aujourd'hui, les plus grands fabricants de technologies d'éoliennes, les meilleures technologies sont des technologies danoises. Pourtant, le Danemark, ce n'est pas un très grand pays. Donc oui, c'est possible. Et moi, je pense même que nous, dans notre cas, il y a des possibilités qu'on peut aussi exploiter et devenir vraiment leader dans ces technologies, ou dans ces sens-là. Oui, c'est possible aujourd'hui de développer des technologies ou bien de renforcer certains secteurs qui nous permettront vraiment d'être des leaders. Je prends juste un exemple. Pour l'instant, il semble qu'on a du lithium ici, par exemple. Il semble ici. Il semble. Et bientôt, l'exploitation va commencer, d'après ce que j'ai entendu. Oui. Le lithium, aujourd'hui, c'est l'une des meilleures technologies de stockage d'énergie, que ce soit pour les batteries, pour le solaire photovoltaïque, que ce soit même pour les véhicules électriques. Donc, voilà, par exemple, un secteur où on peut développer des choses, des compétences, des entreprises et faire en sorte qu'on puisse s'imposer facilement dans ces secteurs-là comme leader. C'est possible. Ça, c'est juste un exemple. C'est possible. C'est possible, à mon avis, c'est possible. Très bien. C'est possible de développer un pays, de contribuer à développer l'économie d'un pays à travers les énergies renouvelables. Oui, les énergies renouvelables permettent réellement de faire développer tous les secteurs du pays. Quand on prend le développement, par exemple, local, ces développements local, chaque collectivité, par exemple, peut mettre en place des centrales de production de l'énergie à partir, par exemple, des déchets. Tout le monde en produit. Donc, chaque centrale de production d'énergie à partir des déchets, ça va créer autant d'emplois. De façon locale, on n'a pas besoin que ça soit centralisé. Donc, le développement décentralisé, l'énergie renouvelable est en faveur de ça. Et quand on regarde le système de production de l'énergie renouvelable, on voit clairement que c'est un système qui favorise même l'employabilité des jeunes. Parce que vous allez voir que lorsqu'on investit dedans, on arrive à créer autant d'emplois connectés à côté pour faire fonctionner les systèmes. Parce que les ressources qu'on utilise, ces ressources étant locales, donc vous allez voir qu'on peut s'en passer de pas mal de choses et beaucoup de gens puissent avoir autant de petits boulots à côté. Et bon, peut-être ce qu'il faut ajouter par rapport à ça, quand on regarde ces formes d'énergie renouvelable, je regarde juste tout le monde en train de dire que le Mali, c'est un pays à vocation agro-pastorale. Et si nous nous lançons tout de suite à produire de bioénergie, c'est comme on est appelé à aller faire des champs pour cultiver des plantes énergétiques. Mais en faisant cela, c'est de créer de l'emploi un peu partout. Parce que ces champs-là, il faut les faire travailler. Il y aura assez d'activités qui sera autour de cette forme d'énergie. Donc je pense que même qu'en termes d'emploi, en termes de développement économique des pays, les énergies renouvelables réellement peuvent nous aider beaucoup. Très bien.
Merci, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons faire rapidement un tour de table pour aller à la fin de cette émission. Professeur Mamadou Lamine Doumbia, est-ce que vous avez un mot de la fin à l'endroit de qui vous voulez? C'est d'abord remercier JSTM pour l'invitation et aussi encourager, parce que je suis quand même un très grand fan de tout ce qui est énergie renouvelable. C'est mon domaine, c'est quelque chose pour lequel je plaide déjà depuis des décennies, à adopter ces technologies et puis appeler nos autorités à faire en sorte que le secteur énergie puisse mieux se porter. Parce qu'aujourd'hui, quand même, l'eau et l'électricité ne sont plus quand même des luxes. Mais ça prend une vision, ça prend des investissements à long terme pour faire en sorte que ces secteurs-là puissent mieux se porter et faire en sorte que ça puisse être aussi même un secteur qui va nous amener vers le développement. Parce que l'énergie, c'est le développement. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Alors, un dernier mot. Bon, d'abord, c'est pour remercier les journaux et remercier aussi des activités de ce genre, que ça continue aussi. Mais pour appeler tout le monde à adapter réellement ces formes d'énergie renouvelable. Lorsqu'on regarde en face de nous le contexte climatique, avec tout ce qui est effet global, avec les vagues de chaleur, les pénuries d'eau, tout, ça nous amène à réfléchir. En regardant tout cela en face, donc ça doit inciter tout le monde à privilégier ces énergies. Donc ça, c'est un appel que je lance à tout le monde. Donc c'est ça mon dernier mot. Merci beaucoup, merci d'être passé sur ce plateau. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons discuté de l'importance des énergies renouvelables et c'était avec le professeur Mamadou Lamine Doumbia. Il est professeur au département de génie électrique et génie informatique à l'université du Québec à Trois-Rivières. Nous sommes au Canada. Il est également le président de la Société malienne des sciences appliquées en séjour à Bamako. Nous lui avons donné quand même cette opportunité de nous parler et c'est une chance et une grâce pour nous de l'avoir quand même sur ce plateau. Nous étions également avec le professeur Souleymane Sanogo. Il est énergéticien et climatologue au département de la physique à la faculté des sciences et techniques. Nous avons parlé de l'importance des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, qu'est-ce que c'est? Les types d'énergie? Pourquoi aller vers aujourd'hui les énergies renouvelables? C'était tant de questions qui ont meublé nos débats. Nous allons nous revoir le lundi prochain sinon le mardi prochain pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Sachez que c'est Dieu qui demeure fort. Merci. Merci.